Alors ça c'est un peu une question d'historien, mais comme j'ai un peu travaillé la question, pas cette question-là spécifiquement, mais bon, encore une fois, je le redis, dans mon dernier ouvrage qu'il faut acheter immédiatement en librairie, hein, Déclin et chute du néolibéralisme. Donc en fait, j'analyse la question de ce qui se passe dans les années 30, parce que finalement, c'est le moment où on va changer complètement, on va basculer complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une conjonction de problèmes. D'abord, le premier problème, c'est la crise, quoi. Et pas une petite crise. Le taux de chômage monte à 25% dans les grandes villes. On parle essentiellement à l'époque de taux de chômage dans les villes, parce que dans les campagnes, c'est très différent. Il y a surtout du sous-emploi, c'est-à-dire que tout le monde fait un peu du boulot, mais bon, c'est différent. Mais dans les villes, c'est là où il y a des grandes industries et voilà, un taux de chômage très fort. Dans les campagnes, il n'y a peut-être pas de chômage, mais il y a de la misère profonde. Il suffit de lire le livre de Stan Beck, Les raisins de la colère, que je cite d'ailleurs dans mon ouvrage, parce que c'est assez caractéristique des problèmes de l'époque. Bah, il y a aussi eu le crack financier de 1929, hein, qui engendre des faillites bancaires à répétition. Et puis, ça, c'est très important, il y a des idéologies concurrentes. On parle beaucoup, évidemment, du communisme, hein, la révolution russe 1917. Alors, les Américains ne sont pas très sensibles, hein, y compris à l'époque. Bon, il y a des communistes américains, mais on ne peut pas dire que le danger aux États-Unis, ce soit la menace communiste. C'est pas vrai, ça. Par contre, il y a aussi le système fasciste. Et le fascisme de l'époque, c'est pas que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement autoritaire, militariste, et puis ensuite le nazisme, l'Holocauste, etc. Euh, Dans le fascisme, il y a aussi une théorie économique. Et cette théorie économique, c'est ce qu'on appelle le corporatisme. Et le corporatisme, c'est l'association de l'État et des grandes entreprises pour limiter la concurrence. C'est-à-dire, bah, Mussolini disait tout pour l'État, rien en dehors de l'État. L'État, 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 quoi. Tout doit servir l'État, hein, voilà. Et donc l'économie doit servir l'État, et donc les grandes entreprises doivent se mettre d'accord pour concourir à l'économie nationale. Ce corporatisme, eh bien, il était très influent aux États-Unis. Euh, Parce que dégagé de tout l'aspect autoritaire, militariste de Mussolini. Quand les Américains, quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, il n'a pas mis en œuvre, d'ailleurs, Frédéric le disait, hein, ça n'a pas été le même New Deal tout le temps. Le premier New Deal, c'était un New Deal fondé en partie sur la théorie corporatiste, c'est-à-dire la suppression de la concurrence. C'est l'Industrial Recovery Act, hein, l'IRA, avec la National Recovery Administration, la NRA. Donc, si vous regardez sur Google, vous verrez un aigle bleu avec un éclair. C'était un label de conformité qu'on imposait sur les entreprises qui acceptaient de rentrer dans le jeu de l'État. Et ça a duré quelques années. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y a eu du tâtonnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la sécurité sociale, enfin, les grandes lois sociales de Roosevelt, ça n'a pas été fait comme ça immédiatement, notamment les dépenses publiques, tout ça, c'est arrivé après. Donc le Roosevelt keynésien, en fait, est arrivé un peu après, même s'il y a eu déjà des éléments avant, hein. Mais surtout, ça a un peu flotté, mais parce qu'en fait, il y avait la possibilité de faire plein de choses différentes, parce que le système ancien s'était écroulé, parce qu'il y avait des idées radicales qui émergeaient et qui étaient vraiment très différentes. Et donc, Roosevelt, bah, il a pioché un peu dans les idées de son temps. Et ça paraît un peu paradoxal aujourd'hui, mais les idées de son temps, c'était le corporatisme. Voilà, c'est-à-dire la personne qui a organisé, mis en place la NRA, donc National Recovery Administration, euh, cette organisation, c'était un admirateur de Mussolini. Alors tout ça n'a pas duré très longtemps, puisque la Cour suprême, je crois en 1935, a dit, bon, en fait, tout ça, c'est illégal, enfin, c'est anticonstitutionnel, et donc ça s'est terminé. Et donc finalement, le New Deal, ben, il s'est transformé au cours du temps, et il a fini par émerger sur ce qui est finalement arrivé. Mais tout ça pour dire que si on a pu penser autrement les choses à ce moment-là, c'est parce qu'en en fait, on n'avait plus beaucoup de doctrines qui tenaient. Donc on a cherché, on a pioché à droite, à gauche, on a cherché à faire des choses un peu pragmatiques. Par exemple, sur la question de l'agriculture, qui est un sujet que je traite en particulier parce que ça m'intéresse, et parce qu'il y avait vraiment des essais d'organisation, de régulation de l'agriculture pour soulager la misère paysanne dans les années 30, bah, on a fini par faire un système qui était d'ailleurs très bizarre, hein, où bah, il y avait des prix légaux des produits agricoles qui étaient basés sur les prix d'avant la Première Guerre mondiale. Donc, on regardait combien coûtait le blé, le maïs, etc., avant la Première Guerre mondiale. On comptabilisait l'inflation. Puis on disait, voilà, les prix du blé, eh bien, maintenant, c'est ça. Donc, c'était toujours en rapport avec ce qui avait lieu avant la Première Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, les prix agricoles ont beaucoup augmenté, parce qu'on a commencé à exporter en Europe.
Ensuite, quand les Européens sont revenus, sont remis à produire des céréales, eh bien, les prix ont beaucoup baissé. Et donc, ça a entraîné la misère des agriculteurs. Et puis ensuite, il y a eu le phénomène de mécanisation des campagnes. Enfin bref, tout a été chamboulé. Donc les Américains, ils ont décidé de contrôler les prix et ça a duré jusqu'après la Seconde Guerre mondiale en prenant comme référence les prix d'avant la Première Guerre mondiale. Ils ont dit, voilà, maintenant les prix, c'est ça. Euh, voilà, donc c'est typiquement un truc qu'on a fait au moment du New Deal, que Roosevelt a commencé, qu'il a perpétué ensuite, qui était vraiment un truc baroque, quoi. C'est-à-dire, on prend les prix d'il y a 30 ans et puis on ajuste l'inflation et c'est les prix d'aujourd'hui. Mais c'était pour soulager la misère des campagnes, en fait. Bon, bah, dans le raisin de la colère, il explique hein, l'appauvrissement des terres, hein. Mais là, on est sur des solutions agronomiques. Donc moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que j'ai voulu démontrer, c'est que au-delà des questions agronomiques, c'est-à-dire la réhabilitation des terres, etc., l'agriculture souffrait aussi d'un modèle économique qui posait problème. Et c'est ce modèle-là qu'il a fallu changer. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce qu'après, je n'ai pas étudié la question de l'appauvrissement des terres. J'ai juste vu que dans le raisin de la colère, ils en parlaient. C'était assez fort, d'ailleurs, ce qu'ils disaient. Voilà, mais je ne pourrais pas dire davantage de choses là-dessus. Comment on a fait pour lutter contre le pouvoir des financiers? Euh, alors d'abord, moi je crois qu'il ne faudrait pas non plus commencer par dire, bon, bah voilà, les grands banquiers dominent le monde, on ne peut plus rien faire. Peut-être que ce pouvoir des financiers n'est pas si important que ce qu'on croit. Et je pense que il vaut mieux dire, bah, finalement, le pouvoir financier, bah, voilà, il est pas si important, et donc on peut tout à fait facilement le remettre en cause. Le problème, c'est qu'on ne souhaite pas le remettre en cause. C'est pas qu'il nous empêche d'être mis en cause. Je pense que c'est plutôt une question de volonté politique, plutôt que des lobbies bancaires qui empêcheraient toute politique d'être menée. Ça, c'est ma conviction profonde. Si un État veut réguler la finance, il va y arriver, parce que les banquiers, on peut les mettre en prison. Voilà, ça ne coûte finalement pas grand-chose. Bon, je dis ça et en même temps, on n'est pas obligé de les mettre en prison hein, pour les réguler. Il suffit voilà, de faire des lois. On a fait la loi bancaire en 45. Bon, alors, ceci étant dit, quand Roosevelt arrive au pouvoir, d'abord, il était gouverneur de New York. Et en tant que gouverneur de New York, il était en première ligne pour voir l'effondrement de Wall Street de 1929. Et quand il y a eu l'effondrement de Wall Street, en fait, les financiers eux-mêmes voulaient une régulation. Euh, parce qu'ils avaient tout perdu en fait. Roosevelt, bah, il était évidemment de mèche avec tout un ensemble de banquiers. Bien sûr, les banquiers n'étaient pas tous d'accord, mais lui, il a soutenu le camp de ceux qui voulaient de la régulation. Et bah, voilà, il a imposé la régulation et finalement, bah, les gens, enfin, les banquiers étaient d'accord aussi pour réguler parce que ça leur évitait des pertes. Voilà, donc il y a des moments historiques où, après un effondrement boursier aussi important, de la même façon qu'en 2008, bah, on a quand même re-régulé en partie, hein, souvenez-vous, en 2007, Sarkozy voulait faire les subprimes à la française, hein. Bon, bah, quand il y a eu la crise, il a heureusement reculé. Voilà, et on a fait l'union bancaire, on a fait quand même des lois de supervision bancaire, on a instauré des règles plus strictes hein, des banques, parce que c'est aussi l'intérêt des banquiers de faire ça. À mon avis, on aurait pu aller beaucoup plus loin si on avait eu la volonté politique. Mais en fait, ce qui fait qu'on n'a pas la volonté politique, c'est que les États ont besoin de se financer, ils ont besoin d'attirer le capital. C'est la logique d'attractivité qui est au cœur de la pensée macronienne, qui explique qu'on va toujours chercher à donner des cadeaux pour attirer le capital, pour attirer les investissements. Et donc tout ça est dans la logique de faire des cadeaux aux puissants et aux entreprises, et donc aux banques aussi. Euh, à mon avis, c'est ça la vraie chose qui empêche la régulation bancaire. C'est la concurrence généralisée qui existe dans la mondialisation néolibérale. C'est cette concurrence qui empêche, plutôt que simplement des gens qui tireraient les ficelles dans l'ombre.